Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Public. On est ensemble pendant 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Depuis samedi, vous êtes nombreux à chercher à comprendre le dessous des cartes au Proche-Orient. On tente tous les soirs de répondre à vos interrogations, à vos inquiétudes aussi. Le siège complet de Gaza continuera tant que les otages ne seront pas rentrés chez eux. Le gouvernement israélien a défini ses conditions pour mettre fin au blocus. En attendant, les bombardements continuent et visent de nouvelles cibles. Les deux principaux aéroports syriens ont été mis hors service aujourd'hui, faisant craindre une régionalisation du conflit. Il existe de sérieuses possibilités pour que la situation se détériore et que le champ des confrontations s'étende. Des possibilités que je souhaite ne pas voir se concrétiser, car elles pourraient précipiter toute la région vers un destin inconnu. Et malheureusement, les choses semblent aller dans ce sens. La riposte militaire, la situation à Gaza, le sort des otages, notamment français, ce seront les principaux thèmes de notre première partie d'émission. Et puis notre second débat sera centré autour du nouvel ordre mondial. Les questions posées depuis des mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie trouvent un écho évident au Proche-Orient. La guerre mondialisée vient-elle d'ouvrir un nouveau front? Quel pays pourrait servir de médiateur? Pourquoi l'Occident n'a plus les clés? Quel rôle la Chine pourrait jouer dans les prochaines semaines? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le récit de cette nouvelle journée de guerre avec Jérôme Rabier. C'est le premier diplomate de haut rang à poser les pieds en Israël depuis l'attaque du Hamas de samedi. Anthony Blinken porte la parole américaine et promet un soutien indéfectible. Vous êtes peut-être assez fort pour vous défendre seul, mais tant que les États-Unis existeront, vous n'aurez jamais à le faire. Nous serons toujours à vos côtés. Des munitions et des armes ont déjà commencé à être acheminées vers l'État hébreu pour un objectif clair du gouvernement israélien. Le Hamas est un État islamique et tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé. Et le Hamas devrait être traité exactement de la même manière que l'État islamique. Au nord, à proximité de la frontière libanaise, mais surtout au sud, aux portes de Gaza, Tsahal amasse du matériel de guerre. Les populations israéliennes ont reçu l'ordre d'évacuer les villes les plus proches, laissant présager une offensive terrestre imminente. En attendant l'ordre d'en haut, l'armée israélienne continue de pilonner ce petit territoire dirigé par le Hamas. Par la mer, par les airs, par le sol, l'intensité des frappes vise à montrer la détermination d'Israël. Sur place, selon le ministère de la Santé, plus de 1300 personnes sont déjà mortes dans ces bombardements. Mais avec le blocus total en eau, en nourriture, en gaz et en électricité, le pire est sans doute à venir. J'avais envie de dire, on va vers une catastrophe. On est déjà dans la catastrophe. Mais là, on va bien au-delà de ça et on va dans une situation humanitaire qui, très vite, va devenir, à mon avis, ingérable. Selon la chaîne américaine NBC, des discussions ont lieu sur la création d'un corridor humanitaire vers l'Égypte qui permettrait aux populations civiles et aux blessés d'être évacués et à des provisions essentielles d'être livrées, mais sans qu'on connaisse pour l'instant la position du Caire et d'Israël sur la question. L'offensive terrestre, le sort des otages, deux des grandes questions que l'on va aborder tout de suite avec mes invités. Léonore Veil, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste pour le quotidien israélien Haaretz. David Rigoulet-Rose, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Stéphanie Lat Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes historienne, politiste, anthropologue et chercheuse aux séries à Sciences Po et au CNRS. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Émilie, éditorialiste pour Sens Public. Je voudrais qu'on commence, peut-être, on a tous vu aujourd'hui les images, Léonore Veil, de ces soldats, notamment des réservistes, qui sont en train de se masser aux abords de la bande de Gaza. Est-ce que ça veut dire que l'offensive terrestre est forcément imminente ? Quelles infos vous avez là-dessus ? Depuis 2-3 jours, on entend dans les médias israéliens régulièrement cette idée que l'offensive terrestre devrait arriver d'un jour à l'autre.
Nous n'avons pas d'autres informations, ça n'a pas été confirmé, c'est l'option qui nous semble la plus vraisemblable. Vous avez vu, on a vu ces images des frappes aériennes sur la bande de Gaza, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 000 Israéliens réservistes qui ont été mobilisés. Ces mêmes réservistes, qu'il y a quelques semaines, lors des manifestations, pour s'opposer au gouvernement israélien, disaient qu'ils ne se mobiliseraient pas comme signe de contradiction, d'opposition au gouvernement israélien actuel. Et aujourd'hui, on voit cette mobilisation de masse, ces gens qui sont prêts à prendre du temps, à risquer leur vie parfois, pour aller défendre le peuple israélien et surtout ramener le sentiment de sécurité aux Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réflexe de survie qui s'exprime. La politique, les querelles politiques qui précédaient sont mises de côté. Elles ressortiront sans doute, mais elles sont mises de côté. Il n'y a aucun doute qu'elles ressortiront. Elles sont mises de côté avec la création notamment de ce gouvernement d'union nationale qui va être annoncé officiellement dans la soirée. On sait très bien que dans quelques semaines, dans quelques mois, une fois que l'émotion sera retombée, la politique va reprendre le dessus et il faudra à ce moment-là essayer de comprendre qui sont les coupables, comment une telle horreur a pu se dérouler. Israël qui se targuait d'être l'armée la plus forte du Moyen-Orient, avec ce qu'on a vu samedi soir, c'est à remettre en question et il faudra des réponses. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'on peut imaginer que Benyamin Netanyahou attendait la constitution de ce gouvernement d'urgence, de ce cabinet de guerre, pour éventuellement, on verra, déclencher l'offensive terrestre? Oui, sans doute, parce que de toute façon, il sait très bien que il y aura un diagnostic qui devra être fait, ce que vous disiez, et qu'il sera partie prenante de cette évaluation en termes de responsabilité. Donc là, on est dans une logique, effectivement, où il y a une mobilisation générale de la réserve. Les réservistes, c'est la colonne vertébrale de Tsahal. Donc c'est vraiment c'est significatif qu'il y ait cet élan, justement, parce qu'il y a une logique existentielle, en fait, qui est sous-jacente. Et donc, et dans ce cadre-là, il faut aussi qu'il y ait un gouvernement qui soit d'union nationale, qui soit élargi pour qu'il y ait un consensus sur les décisions très difficiles qui vont devoir être prises. Ouais. Stéphanie Latabdallah, la cible de l'armée israélienne, donnée par Benyamin Netanyahou ou d'autres membres du gouvernement, d'autres voix officielles, c'est le Hamas et ses chefs. Peuvent-ils, et là je reste sur cette hypothèse d'offensive terrestre, peuvent-ils les atteindre sans faire, je ne sais pas quel chiffre employer, des centaines, des milliers de victimes civiles? Si on essaye de comprendre comment Gaza est structuré. Oui, il semble que ça soit difficile. Et on voit ici appliquer ce qui a été appelé la doctrine d'Ahyeh, qui veut dire banlieue, qui a été appliquée depuis la guerre du Liban de 33 jours en 2006. Donc c'est la banlieue sud de Beyrouth. Et c'est une doctrine qui vise à pilonner en fait des infrastructures civiles, des hôpitaux, etc., indistinctement, pour en gros générer une sorte de réaction de la population contre éventuellement, là c'était le Hezbollah et là ce serait le Hamas. Bon, on voit très bien que cette doctrine a des effets extrêmement terribles en termes de pertes humaines, de civils, et en fait les leaders du Hamas ont tout un réseau de souterrains à Gaza, de souterrains militaires, qui leur permettent de se cacher, ce que n'a pas la population. Donc en fait, par ailleurs, la prise d'otages massive a aussi comme objectif d'avoir des sortes de boucliers humains pour éviter qu'il y ait justement ce pilonnage massif qui a été annoncé. Et là, on peut vraiment se poser la question si ce gouvernement veut vraiment protéger ses citoyens et est en mesure de le faire, citoyens israéliens, quand il annonce, bien qu'il y a des tractations en coulisses, il ne cesse d'annoncer que de toute façon, les otages sont beaucoup moins importants que raser Gaza. Donc on se demande là, des deux côtés, quid des civils, en fait. Oui, quid des civils, mais les chefs du Hamas, ils utilisent aussi des civils pour se protéger. Il y a aussi un cynisme de leur côté. Oui, c'est ce que j'ai dit, bouclier humain, etc. Mais aussi des civils palestiniens. Ils se cachent parmi la population. Enfin, là, je ne cherche pas à renvoyer dos à dos, je donne tous les éléments. Une explicitation de la situation. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que Israël respecte le droit international? On va écouter deux témoignages. D'abord, le président israélien Isaac Herzog. Nous travaillons, opérons militairement selon les règles du droit international, point final, sans équivoque. Mais nous sommes en guerre, nous défendons nos maisons, nous protégeons nos maisons.
C'est la vérité, et lorsqu'une nation protège son pays, elle se bat. Et nous nous battrons jusqu'à briser leur colonne vertébrale. Autre son de cloche, celui du directeur régional de la Croix-Rouge, évidemment une opinion très différente. Assiéger des régions comme Gaza, plus de 2 millions d'habitants, qui ont d'ailleurs déjà connu de nombreux épisodes de violence, est tout simplement inacceptable. On ne peut pas viser des civils, on ne peut pas assiéger une zone, on ne peut pas prendre d'otages. Il n'y a rien qui puisse justifier cela. Israël a été attaqué, David Rigoulet-Rose. Est-ce qu'elle a le droit de se défendre? Je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table. Est-ce qu'elle le fait en respectant le droit international? Ce qui est intéressant, c'est le discours de Joe Biden là-dessus, qui a insisté justement en disant que l'âme démocratique, c'est effectivement d'essayer, dans la grande mesure du possible, de respecter des normes. Et effectivement, il y a en arrière-plan la problématique du droit international humanitaire, notamment qui se pose avec la question du siège. Oui. Le siège complet de Gaza, a priori, n'est pas conforme au droit. Voilà, notamment par rapport à l'eau, à l'électricité, etc. Et là, on retrouve justement, pour sortir de l'impasse, l'option du couloir humanitaire qui est envisagée, qui permettrait évidemment de compenser ce dilemme qui se dessine, évidemment. Le problème, c'est que les Égyptiens ne sont pas forcément enthousiastes pour mettre en place ce couloir humanitaire, parce que ça supposerait d'ouvrir le portail de Rafah et de voir potentiellement affluer un nombre très important de civils de Gaza. Donc on voit bien que c'est un faisceau de contradictions, en fait, qui va être extrêmement difficile à gérer. Ouais. Vous nous parliez du gouvernement d'urgence et du fait que ça devait, d'ici quelques minutes, être officialisé. Eh bien, dernière information qui nous vient de nos confrères de l'agence France-Presse, le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a accusé le gouvernement du Premier ministre Netanyahou d'un échec, je le cite, impardonnable, pour ne pas être parvenu à empêcher l'attaque. L'échec de samedi est impardonnable et il a ajouté qu'il ne rejoindrait pas le gouvernement d'urgence. Voilà une nouvelle importante. Comment vous l'analysez à chaud? À chaud, écoutez, c'est étonnant parce que jusqu'à il y a quelques heures, on pensait vraiment que Yair Lapid se joindrait à Benny Gantz et rejoindrait ce gouvernement d'union nationale. Mais il est vrai que les clivages qu'il y a dans la société israélienne depuis des mois ont fait monter la sauce et qu'aujourd'hui, c'est presque impensable de penser que ces gens peuvent se retrouver autour d'une table et prendre des décisions communes. Et je pense que l'idée sous-jacente, c'est la peur de Yair Lapid d'être mêlé à cet échec, parce qu'il y a une responsabilité terrible de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement, et qu'en rejoignant ce gouvernement d'union nationale, Benny Gantz, Yair Lapid, les chefs de l'opposition pourraient prendre le risque d'être associés à ce drame et d'être associés à cet échec militaire, sécuritaire et du service des renseignements également. Stéphanie Latabdallah, ce qui apparaît aussi, alors on ne va pas oublier la responsabilité initiale évidemment du Hamas, mais c'est cette sorte d'impasse stratégique dans laquelle Benyamin Netanyahou s'est rangé. Tout à fait, c'est une impasse stratégique. Donc, je pense qu'il n'a pas vraiment de pensée stratégique. Enfin, il en a eu une, c'est-à-dire c'était faire la paix avec les accords d'Abraham, l'Arabie Saoudite, oui, en laissant les Palestiniens à côté. C'était ça, son choix stratégique. C'est le seul. Et aussi empêcher toute formation d'État palestinien. C'est sa politique depuis extrêmement longtemps. Et pour ça, il a favorisé le maintien du Hamas pendant de longues années. Jusqu'à aujourd'hui, j'imagine, sans mordre les doigts, en tout cas on peut l'espérer. Par rapport au couloir humanitaire, oui, par rapport au gouvernement d'union nationale, il me semblait aussi que Lapid n'était pas trop d'accord avec le maintien des suprémacistes juifs Ben Gvir et Smotrich. Voilà. Et sinon, a priori, ils ont été sortis du gouvernement. Ils ont été sortis. Ils ont été suspendus. Alors, il y avait cette question de suspendre leurs fonctions pour les quelques semaines à venir. Ça n'a pas encore été entériné. Peut-être qu'effectivement, ça a été la pierre d'achoppement. Peut-être que c'est ça qui a convaincu Yair Lapid de ne pas rejoindre le gouvernement. Mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même, dans l'opinion publique israélienne, il y a aujourd'hui une volonté très forte de ce gouvernement d'union nationale qui serait, si vous voulez, le seul gouvernement qui pourrait restaurer le sentiment de sécurité et se dire que finalement, la prise de décision ne serait pas que entre les mains de Netanyahou et de son gouvernement, et de ses partis d'extrême droite, mais aussi de l'opposition. Et par rapport au couloir humanitaire, ça me semble important de dire, un couloir humanitaire pourquoi ?
parce que bon, il y a la question de effectivement l'échange dont on parle, de certains otages, notamment femmes et enfants, contre des prisonnières et des mineurs détenus en Israël pour des faits mineurs. Il y a la question effectivement des médicaments, de la nourriture, du fuel, etc., puisque tout est bloqué. Et il y a la question de faire sortir des civils. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, les Égyptiens ont installé dans le Sinaï des tentes et du matériel pour accueillir en fait des civils. Donc ils sont à la fois réticents et ils ont peur, je pense, d'une arrivée massive, mais en même temps, ils ont installé ça. Et je pense que parce que là, on parle de centaines de milliers de personnes, voilà, potentiellement. Qui voudraient se mettre à l'abri au moins momentanément. Et je pense aussi que pour les Gazaouis, c'est évidemment une option nécessaire, mais en même temps, je pense que c'est un traumatisme, puisque 80% des Gazaouis actuels sont sont des réfugiés, sont issus de familles de réfugiés qui se sont réfugiés à Gaza en 1948. Et donc ce serait comme un début de second exode, bon, en espérant revenir cette fois-ci, mais enfin bon, je pense qu'il y a aussi ça dans l'esprit. Alors l'une des informations de ce jeudi, c'est le bombardement par Israël des deux principaux aéroports syriens, Damas et Alep. David Rigouleiros, comment vous analysez ça? Pourquoi de telles frappes aériennes? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Là, on est sur potentiellement un autre front qui est le front du Hezbollah libanais. On élargit le focus, effectivement, mais on ne peut que l'élargir, parce que manifestement, il y a une potentielle logique escalatoire, et ça, il y a quelques signes indicateurs qui vont malheureusement dans ce sens-là. Lesquels? Le fait qu'il y a quelques tirs au niveau de la frontière libanaise. Alors pour l'instant, c'est très limité, mais... Et puis les mandataires pro-iraniens, effectivement, qui sont localisés en Syrie. Alors, ce ne sont pas les premiers bombardements de l'aviation israélienne en Syrie. Hein. Ils sont récurrents, justement pour empêcher le maintien du flux d'armement à destination du Hezbollah, et puis pour matraquer les bases pro-iraniennes. Donc, c'est la peur, effectivement, qu'il y ait, on va dire, un agencement des pièces. Ce qui était pressenti avec inquiétude par le ministre de la Défense actuel, c'est-à-dire une logique de guerre multifront, en fait. D'abord avec Gaza, effectivement, qui va ancrer une partie de Tsahal autour de Gaza, potentiellement le front au nord avec le sud-Liban, avec le Hezbollah, et c'est une autre affaire que Gaza, le Hezbollah, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. C'est un autre morceau. Et puis, en termes de puissance mais d'abord c'est une quasi-armée, le Hezbollah, ce que n'est pas le Hamas, même si ça a été spectaculaire, et puis en termes de possibilités de roquettes et de missiles, les services israéliens estiment que c'est de l'ordre de 100 000. Donc il faut avoir ça quand on voit le résultat de 2500 roquettes tirées par le Hamas. Ça donne un ordre de grandeur potentiel sur les villes israéliennes. On comprend l'inquiétude. Et puis, il y a d'autres fronts potentiels. Il y a le front des groupes armés en Cisjordanie, qui se sont développés depuis 2 ans. Et puis, la question taboue des 20% d'Arabes israéliens. C'est une question taboue parce qu'évidemment, c'est toujours le syndrome de la 5e colonne dans tous les pays qui sont concernés, confrontés à ce type de problème. Et c'est d'autant plus inquiétant pour la société israélienne qu'il y a eu un appel de Mohamed Daif, qui est le chef de brigade El-Zedima et Kassin, justement, donc la branche armée du Hamas, en disant soutenez la dynamique que nous lançons et donc participez à ça. Alors votre analyse sur cette idée de 5e colonne, peut-être je commence avec vous, Stéphanie Lattabdallah. Les Arabes israéliens. J'ai pas dit qu'ils allaient le faire. Bien sûr, mais vous égreniez un certain nombre d'hypothèses de ce risque escalatoire, pour reprendre votre expression. Oui, les Palestiniens d'Israël, tels qu'ils se nomment plutôt maintenant, aujourd'hui. Oui, il y a eu les événements de mai 2021 où il y avait eu des affrontements et pour le coup aussi beaucoup de présence de colons de Cisjordanie qui sont venus aussi intervenir en fait dans les villes où il y a beaucoup de ces Palestiniens d'Israël. Donc je ne sais pas si on peut craindre ça, je ne le crois pas. Par rapport à l'extension des fronts, je pense que c'est un peu un choix délibéré aussi de Benjamin Netanyahou, puisque dès lundi en fait, moi j'étais dans une discussion sur France Culture et il y avait une ex-conseillère à la Défense qui disait il est sur la table l'idée d'ouvrir le front nord. Donc je suis assez étonnée ensuite de voir, parce qu'au début on avait l'impression qu'il y avait une sorte de dissuasion par petit envoi de roquettes pour dire, de la part du Hezbollah, pour dire bon, on est là, mais bon voilà, on bouge pas trop, etc. Et il semble qu'il y a cette volonté, alors je sais pas si on est de l'ordre de la démonstration, mais il y avait cette volonté, je pense, d'ouvrir le front nord, et pour une raison, à mon avis, assez simple, c'est que là l'idée de Netanyahou, c'est de dire, et d'ailleurs ça a été dit, c'est
l'Occident contre l'Iran. C'est-à-dire il veut aussi élargir la focale de compréhension de ce conflit pour pouvoir avoir en plus derrière lui quelque chose d'assez massif comme soutien. Et je pense que, voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner en termes pratiques, mais en tout cas c'est... Je vous entends, mais... C'est paradoxal d'imaginer que ce soit Israël qui veuille ouvrir un front supplémentaire. Votre avis là-dessus? Si je peux me permettre, je me souviens très bien des événements du matin et ça a commencé par une tentative d'infiltration donc au sud du Liban, au nord d'Israël. Israël a pensé à un moment que c'était des membres du Hezbollah et il s'est avéré que c'était en fait des membres du djihad islamique et que ce n'était pas du Hezbollah. De là, s'en est suivi effectivement des tirs vers le territoire du sud Liban, mais je crois que c'est erroné de penser que c'était une tentative de provocation de Binyamin Netanyahou pour élargir le conflit. Je pense que vraiment à ce moment-là, 99% du renseignement et de l'establishment sécuritaire étaient vraiment concentrés sur le sud. Ils ont vu cette infiltration des membres du djihad islamique comme une provocation venant du Nord. Et voilà, la réaction d'Israël. Je pense qu'on peut discuter peut-être des détails des faits à voir, mais disons que je pense que dans l'idée, en tout cas, il y a une grande volonté d'utiliser ça dans un discours je ne crois pas Iran-Occident qu'on entend très fortement. J'entends ce que vous dites, mais je ne pense pas qu'il ait besoin d'utiliser quoi que ce soit. Je pense que le Hamas n'aurait jamais pu organiser, planifier, exécuter un massacre pareil sans l'aide de l'Iran derrière. On a vu d'ailleurs... Non, mais ça, c'est pas... je ne le remets pas en question. Ce que je dis, c'est que c'est différent de dire, bon, l'Iran a aidé, et il a entraîné, on le sait très bien, il a aidé à la construction aussi à avoir tous ces missiles faits localement, etc. Oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais c'est différent de dire ça et de dire finalement, nous sommes dans une nouvelle guerre de blocs où on a l'Iran, la Russie, etc., contre l'Occident. Et Israël incarnant l'Occident, se défendant, et en plus avec le discours sur Daesh, avec un peu tous contre Daesh, l'Occident contre... Alors qu'en fait, on sait très bien, et ça vous le savez, que pendant la guerre en Syrie, les autorités israéliennes de l'époque ont appuyé très fortement Al-Qaïda et Daesh, et ça vous le savez. Alors, c'est une lecture un peu rapide des faits, je ne pense pas qu'on puisse dire que les autorités israéliennes ont appuyé certains groupes syriens qui se voulaient anti-gouvernementaux, des groupes anti-gouvernementaux. Dans cela, il y a peut-être eu des membres qui ont rejoint ensuite Daesh, mais de dire qu'Israël est soutenu Daesh, et je pense que c'est soutenu des groupes armés liés à Daesh. Quand on voit les atrocités qui ont été commises par le Hamas, on peut quand même faire cette comparaison avec Daesh. Mais d'ailleurs, il y a eu un drapeau de l'État islamique qui a été retrouvé. Excusez-moi, je le dis de mon poste d'observateur. Ça dépend à quel niveau vous voulez le comparer, quoi. En termes effectivement, des civils, des enfants, des familles. En termes de pratique, oui, mais en termes de groupe, à quoi correspond ce groupe? Non. J'ai perdu le fil du... Non, c'est-à-dire que là, vous avez une branche armée d'un parti politique qui a aussi... Un parti politique? Le Hamas, mais oui, il a été élu par... vous savez qu'il y a eu des élections législatives en 2006 qui l'ont porté au pouvoir. Moi, je ne dis pas ça pour dire que c'est formidable, je dis juste ça parce que c'est le cas. Donc, ça ne relève pas de la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le Hamas a un discours nationaliste. Alors, oui, avec des méthodes. Je ne parle pas des méthodes. J'essaye juste. Terrorisme c'est des pratiques de terroristes. Oui. Mais ça ne change rien au fait. On prend le droit international, c'est. Oui, mais ça ne change rien. Pour moi, ce sont des crimes de guerre. Avec des pratiques terroristes, mais peu importe. C'est un débat très long. Peu importe. Non, je reviens sur cette histoire de montrer cette détermination, parce qu'on sent ça aussi dans le gouvernement israélien, cette volonté de frapper très fort dans les mots avec ce siège de la bande de Gaza, d'aller très très loin dans cet état d'esprit. On entend le porte-parole du gouvernement qui dit de toute façon, les otages, mais on va le faire en parallèle, c'est-à-dire qu'on va attaquer et on va essayer de récupérer des otages. On va très loin dans cette rhétorique, et probablement aussi en rejoignant votre idée de dire c'est tous contre ces terroristes, moi je rappelle le terme, en tout cas le Hamas, il y a cet esprit-là de taper très fort, mais après, on ne peut pas savoir déterminer ce qui va réellement être en acte et ce qui est de l'ordre de la rhétorique pour faire peur et être à la hauteur, puisque comme vous le disiez, le gouvernement est en faiblesse sur sa réaction, en tout cas son action jusque-là. Donc c'est pour marquer le coup. Mais jusqu'à quel point il passera à l'action réellement et ça peut s'embraser, comme vous le disiez, il y a des signaux qui montrent que ça peut être assez ferme. Alors on va justement ouvrir la question des otages avec d'abord ce bilan côté français qui s'est encore alourdi aujourd'hui. On parle de 12 morts et 17 disparus.
selon toute vraisemblance, otages du Hamas. Peut-on imaginer des négociations autour des 150 à 200 personnes retenues par les terroristes palestiniens? Je propose à Tam Tranui de nous rejoindre tout de suite. Bonsoir Tam, bienvenue à vous. On va commencer par la position du gouvernement français sur cette question. La position du gouvernement français, elle a été donnée hier par la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. Il n'y a aucune voie de négociation entre la France et les terroristes. Écoutez-la chez nos confrères de France Info hier. Évidemment, nous demandons la libération immédiate et sans condition des Français qui seraient détenus en otage par le Hamas. Nous sommes tout à fait confiants dans la capacité des autorités israéliennes à nous aider du mieux possible à faire que les personnes de nationalité française qui auraient disparu puissent être retrouvées, puissent être libérées saines et sauves, et nous redemandons leur libération jour après jour. Aucune négociation directe donc avec le Hamas, nous dit le Quai d'Orsay, mais une diplomatie française qui s'en remet à Israël et qui multiplie également, nous dit la ministre, les contacts avec les pays de la région, comme le Qatar, qui s'est rapidement proposé d'agir comme médiateur dans cette crise. Cette position, on la retrouve également en Allemagne, ne pas négocier directement, mais prendre contact dans la région. Alors, ce n'est pas le cas de tous les pays. Certains ont commencé à négocier. Erdogan, notamment le président turc, a lancé un processus de négociation avec le Hamas. C'est ce qu'a indiqué mercredi une source officielle à l'agence France Presse, sans plus de détails sur l'avancée des pourparlers sur les otages. Il y a également, pour le coup ce n'est pas un pays, mais le comité international de la Croix-Rouge qui est lui en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes pour tenter de libérer les otages. C'est ce qu'il a indiqué par communiqué aujourd'hui, je le cite, « En notre qualité d'intermédiaire neutre, nous nous tenons prêts à effectuer des visites humanitaires, à aider les otages et leurs familles à maintenir le contact, ainsi qu'à faciliter toute libération », explique la Croix-Rouge, qui a précisé aujourd'hui lors d'un point presse. Nous parlons tous les jours, nous poussons, mais nous ne négocions pas, comprendre, et ils ne font pas d'offres d'échange de prisonniers. Alors justement, est-ce qu'Israël pourrait pratiquer des échanges de prisonniers pour obtenir cette libération des otages? C'est ce qui s'est fait par le passé. En 30 ans, c'est le compte du chercheur Étienne Digna, l'État d'Israël a libéré près de 7000 prisonniers pour obtenir en échange la libération de 19 Israéliens. Le cas le plus célèbre est celui du soldat Gilad Shalit, dont la libération a été négociée avec le Hamas en échange de 1027 prisonniers. Longtemps, la libération des otages a donc été la priorité absolue. Cette fois-ci, difficile d'imaginer de tels échanges, de telles concessions, vu le nombre d'otages qui a été retenu par le Hamas. Et Israël semble aussi être, pour l'instant, davantage sur une ligne de fermeté et sur l'idée de ne pas céder au chantage. Dans ce contexte, on peut se poser aussi une question, le rôle des opinions publiques. Par exemple, en France, on a vu une pétition signée par près de 50 000 personnes, dont de nombreuses personnalités du monde du spectacle, des politiques, qui demande actuellement la libération immédiate, inconditionnelle des otages civils. On peut douter de son efficacité auprès du Hamas. Mais ce que l'on a vu beaucoup aujourd'hui aussi, ce sont les proches des otages qui se sont mobilisés, qui ont témoigné dans les médias, avec notamment aujourd'hui une conférence de presse à Londres, une conférence de presse aussi sur les otages israéliens et français, franco-israéliens. Objectif là encore, mobiliser l'opinion publique israélienne pour plaider la cause des otages auprès du pouvoir public israélien, ce qui, on peut l'imaginer, a davantage de poids. Oui, et puis alors merci beaucoup Tam. Il y a eu aussi une conférence de presse des otages franco-israéliens avec un appel lancé à Emmanuel Macron pour faire libérer leurs proches, David Rigoulet-Rose. Sauf que quand on entend ça, on comprend leur réaction, mais que peut faire un président français dans un tel contexte? Peu de choses en réalité, c'est le problème. C'est-à-dire que c'est largement... on peut tout à fait comprendre évidemment les attentes des familles, parce que c'est insupportable. Mais en même temps, on ne voit pas très bien ce que pourrait faire la France. Mais c'est d'ailleurs pas seulement le cas de la France, c'est le cas de beaucoup de pays qui ont des ressortissants qui ont fait l'objet effectivement d'un enlèvement. Il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Européens, d'autres Européens. Donc en réalité, c'est le paradoxe de la situation, c'est qu'il y a de fait une internationalisation en fait de la question de la problématique des otages. C'est pas uniquement des binationaux. Alors, il y a les binationaux et puis il y a voilà. Donc c'est très très compliqué. Et on n'est pas du tout dans une configuration classique comme ça a pu être le cas par le passé, notamment avec l'archétype, le modèle entre guillemets de la négociation pour Gilad Shalit, qui avait duré, il faut le rappeler, plusieurs années. Bien sûr. Et on n'est pas là dans un tempo, si vous voulez, où on peut se permettre entre guillemets d'attendre.
Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas une communication excessive des autorités sur la question des otages. Parce qu'on sait très bien que dans la profondeur de la société israélienne, bon, la culture juive, la vie n'a pas de prix, et là on se retrouve dans un dilemme cornélien, en sachant qu'il y a des impératifs stratégiques qui vont imposer un certain nombre de décisions très douloureuses, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être abandonnés. Il y aura certainement des opérations des forces spéciales, mais avec des résultats plus qu'incertains, et qui ne remettront pas en cause justement le déroulement de l'opération à venir. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que hier sur ce plateau, on avait la journaliste Laurence Saïm qui parlait d'unités de forces spéciales américaines qui étaient sur le sol israélien. Est-ce qu'on peut imaginer que certes que des forces spéciales, vous n'avez peut-être pas la réponse à la question, mais je l'ai pas, non. Voilà, mais pourraient participer à une opération. Oui, mais le problème, c'est le modèle d'Entebbe en réalité de 76, mais qui était un cas très particulier, exceptionnel. D'ailleurs. Éco-sinistre de l'histoire, c'est le frère aîné de Benjamin Netanyahou qui avait organisé et réussi. Et qui est mort qui est mort lors de cette opération. Vous nous parliez, Eleanor Veil, de ces 300 000 réservistes qui, pour certains, manifestaient contre la politique de Benjamin Netanyahou il y a quelques jours ou quelques semaines. Est-ce qu'on peut dire que pour une majorité d'Israéliens, la vengeance aujourd'hui pèse plus lourd que les otages, que le sort des otages? Alors je pense que c'est dangereux de dire ça et c'est pas tout à fait juste, et c'est d'ailleurs pour ça que l'option d'une invasion terrestre est de plus en plus probable. C'est justement cette invasion terrestre, elle a pour objectif d'essayer de retrouver ces otages, ce qui est évidemment très risqué. L'opinion publique dans le passé a été pour ou contre, s'est exprimée de manière très clivée autour de cette question de l'invasion terrestre, parce qu'on sait qu'une invasion terrestre, c'est des pertes en vie humaine aussi du côté israélien. Mais dire aujourd'hui que la vengeance est plus importante que retrouver les otages, non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien comprendre que le pays est dans un effroi, dans une terreur, dans un choc terrible depuis ce samedi, que Israël n'avait jamais vécu ça, même depuis sa création, et qu'aujourd'hui, l'opinion publique israélienne, le gouvernement, tout le monde est en choc et tout le monde attend des réponses, attend des actions dans la bande de Gaza. Vous parliez du corridor humanitaire. Je propose un élément pour relancer le chapitre autour de ce thème. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, qui donne des détails sur ce qui serait possible. On l'écoute. Vous êtes nombreux à poser des questions ou à manifester de l'intérêt pour l'idée d'un couloir humanitaire à Gaza pour les civils. Permettez-moi de dire d'emblée que nous en discutons activement avec nos homologues israéliens et égyptiens. Nous sommes favorables à un couloir humanitaire pour les civils. Les civils ne sont pas responsables de ce que le Hamas a fait. Je ne peux pas vous indiquer une route ou un corridor spécifique. Je veux simplement préciser que nous travaillons activement sur cette question avec nos homologues égyptiens et israéliens. Alors vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Stéphanie Eilat Abdallah, mais je veux bien qu'on creuse un peu cette thématique-là. Est-ce que c'est l'Égypte qui détient la clé? L'Égypte détient une partie de la clé, et notamment dans le cadre de transactions sur cette question des otages et des libérations. L'Égypte a beaucoup de leviers, puisqu'elle tient le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza, bien qu'il ait été bombardé. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire passer des gens, et donc elle tient à la fois... si elle coopère, elle accepte le siège total, ou bien elle lève ce siège total, elle a les moyens de le faire, et elle a donc aussi un moyen de pression sur le Hamas, puisqu'il va se retrouver lui aussi asphyxié, enfin oui, la bande de Gaza et le Hamas. Derrière, il y a évidemment le Qatar aussi, qui a des leviers, puisque c'est vraiment le financeur aujourd'hui de la bande de Gaza, c'est le seul qui amène suffisamment d'argent. Il y a l'Allemagne qui, quoi qu'elle dise, est un peu sur ces questions aussi active, parce qu'elle a une tradition aussi d'interposition et de négociation dans les questions relatives aux échanges de prisonniers. Bien sûr, la Turquie et le CICR. Donc quand on dit que la France ne peut rien faire, effectivement, je pense que là, la nationalité des otages importe peu, enfin, en tout cas pour ceux qui les ont pris. Par contre, la France peut effectivement se rapprocher de ces pays et interagir à partir de là pour essayer de voir s'il s'agit de les libérer, quel type de transactions peuvent être faites. Mais de toute façon, vous parliez de... Ça
fait 10 ans qu'en fait il y a des tractations entre le Hamas et les autorités israéliennes pour aboutir à un échange de prisonniers. En fait, le Hamas veut faire sortir beaucoup de prisonniers, dont nombre de leaders du Hamas et pas seulement des leaders comme Marwan Barghouti, notamment comme Ahmad Saadat du Front populaire de libération de la Palestine. Et il veut les échanger contre, comme vous le savez, il y a 2 Israéliens qui se sont infiltrés à Gaza, un d'origine égyptienne et un bédouin, et 2 corps de soldats morts pendant la guerre de 2014. Donc en fait, cette histoire transactionnelle, elle dure. Et jusque-là, elle n'aboutit pas. Et là, elle est remise, alors effectivement, avec tous ces otages. Et je pense que, oui, l'Égypte, les services de renseignement égyptiens ont toujours été les intermédiaires de ces échanges et de ces négociations. Marwan Barghouti, vous en parlez, il est en prison depuis plus de 20 ans. Et dans son intervention ce matin sur France Inter, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre aussi, Dominique de Villepin, évoquait son cas tout en parlant de la question d'une solution à 2 États qui cohabiteraient. Nous devons penser, parce que j'en suis convaincu aujourd'hui devant vous plus que jamais, que la solution à 2 États, qu'on a enterrée, et j'ai été heureux d'entendre Catherine Colonna hier sur France Info, la solution à 2 États plus que jamais est aujourd'hui la seule. Et il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Faisons en sorte qu'émerge une autorité palestinienne qui soit représentative et capable de mener des négociations. Et de ce point de vue-là, Israël a une responsabilité, car il a tout fait pour diviser. Pour marginaliser l'autorité palestinienne. Mahmoud Barghouti, il est en prison depuis des années et il aurait pu être un des chefs alternatifs, sans doute mieux que beaucoup d'autres. Et nous voyons bien que la solution à 2 États, c'est pas seulement une solution politique qui est la seule aujourd'hui, mais c'est aussi en termes de sécurité la meilleure garantie que pourrait avoir Israël. Car avoir un État constitué à côté de soi, ça vaut mieux que d'avoir un pullulement d'organisations terroristes, un chaudron mortifère qui vous menace à chaque instant. Alors ça semble illusoire ce soir, David Rigoleros, mais il faut quand même se poser la question de l'après. Quel interlocuteur pourrait être un négociateur ou un homme de paix? Est-ce qu'un Marwan Barghouti peut devenir un homme de paix après 20 ans passés en prison? Oui, d'ailleurs, Marwan Barghouti n'a rien à voir avec le Hamas. À la limite, il préfère faire libérer des membres du Hamas que lui. Tout simplement parce qu'il est lié à l'autorité, enfin au Fatah. Il est très haut sur la liste depuis longtemps. Oui, mais c'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité parce que... Non, mais si on cherche des interlocuteurs, vous voyez ce que je veux dire? Si on se projette, et encore une fois, c'est pas le moment, mais... Le problème, c'est ça. C'est pas du tout d'actualité, malheureusement. Il aurait fallu que ce soit avant. Parce que là, la séquence qui s'ouvre permettra pas du tout ce type de choses. Et c'est ça le drame de la situation. C'est-à-dire que, effectivement, le viatique des 2 États, qui est d'ailleurs la proposition depuis depuis 1947. Donc le problème, c'est que sur le terrain, elle est de moins en moins viable. C'est ça qui est tragique. Du fait de la politique de cohabitation et d'un ensemble de paramètres, avec des 2 côtés une radicalisation, une extrémisation, qui font que ceux qui pourraient discuter d'une certaine manière se retrouvent finalement sans voix. Quasiment au sens presque propre du terme. Marginalisé d'une certaine façon. Parce qu'effectivement, il y a une indexation du conflit sur l'extrémisme des 2 bords. Et c'est ça qui est dramatique. Éléonore Veil, avec une information qui concerne l'extrême droite, dans les tractations entre Benyamin Netanyahou et ses ministres, il y a quoi? Il y a la création d'une espèce de milice privée, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer? Alors, la création de la milice privée, elle existait déjà. C'est Itamar Ben-Gvir qui est le ministre de la Sécurité nationale qui en a été responsable. Et c'est vrai qu'on reproche d'ailleurs beaucoup à Benyamin Netanyahou d'avoir vraiment concentré ses efforts avec son gouvernement sur la Cisjordanie, de vouloir annexer les territoires de Cisjordanie et de vouloir justement mettre cette question au centre du débat et ne pas s'être concentré sur ce qui se passait dans le sud et dans la bande de Gaza. Cette milice privée, c'est une milice qui n'existait pas avant ce gouvernement et qui a vu le jour pour justement s'occuper de la Cisjordanie. Et on a vu les dégâts qu'elle a causés ces derniers mois. On va parler, pour terminer, il nous reste quelques minutes dans ce débat, de la question des images. Et c'est vrai que pour nous aussi, observateurs, la semaine est rude quand on regarde les images qui parviennent du Proche-Orient. Émilie, vous avez été interpellée par les propos d'Alain Bauer concernant justement ces images. Oui, même par son émotion. Le criminologue était interviewé hier matin sur BFM TV. Et ces mots m'ont marqué
marqué, ses silences aussi. Pourtant, on peut imaginer qu'il a dû en voir des images atroces depuis le début de sa carrière. Mais c'est vrai qu'hier, il a tout simplement dit qu'il aurait préféré ne pas voir ces vidéos issues des massacres, et notamment celles qui concernaient les enfants. Et l'homme conseille même, il va un peu plus loin que son travail, il dit il faut conseiller les parents qui ont des enfants ou des adolescents de faire preuve de pédagogie pour ces images, soit par la gestion, donc peut-être expliquer, soit par l'interdiction, et le tout pour éviter des éventuels traumatismes. Alors c'est d'autant plus important qu'il y a effectivement une circulation démultipliée de ces images. Assez active, oui, il y a une multiplication de photos, de vidéos qui sont assez monstrueuses. Ça risque de se poursuivre, parce que ça participe aussi à une espèce de propagande de guerre. WhatsApp, TikTok, Telegram, pour ne citer que, relaient sans interruption des images, et qui même floutées peuvent choquer et qui font des millions de vues, on voit ça. Et au-delà du travail de vérification des informations transmises, évidemment, ce travail de fake news, il faut savoir comment on peut se protéger de ces images chocs. Alors il y a la Commission européenne qui travaille dessus. Elle a fait un Digital Service Act adopté en juillet 2022. L'idée, c'est d'essayer de mieux encadrer la modération des réseaux sociaux, notamment. Mais en même temps, on a X, ex-Twitter, qui décide de publier sciemment certains de ses contenus. Et l'entreprise, elle assume même totalement cette idée-là, cette position. Elle l'explique dans un tweet qui a été publié le 10 octobre. Nous savons qu'il est parfois très difficile de voir certains contenus, surtout dans le contexte actuel. Dans ces situations, X estime que bien que cela soit difficile, il est dans l'intérêt public de comprendre ce qu'il se passe en temps réel. Oui, bien sûr. X, on le rappelle, de moins en moins de modérateurs, et puis c'est dans le mode économique. Et une décision complètement assumée sur l'intérêt public, l'intérêt général. Soit partagé. Bref, c'est pas la première fois que cette question. Non, on a eu ça évidemment, les attentats de Charlie Hebdo du 13 novembre, la décapitation de Samuel Paty. Cette question-là de l'impact des images et de cette circulation était déjà là. Pour le Bataclan, il faut se souvenir que le ministère de l'Intérieur avait essayé de bloquer l'accès aux photos les plus choquantes, de laisser Twitter faire circuler ces photos, mais en vain. Et la diffusion des vidéos de l'intérieur de la salle de concert dans le cadre du procès avait aussi fait polémique. C'était diffusé pendant les audiences, et certaines parties civiles avaient dit qu'elles ne souhaitaient pas du tout assister à ça, alors que d'autres considéraient que c'était de leur devoir, qu'elles devaient ça à leurs proches décédés. Et peut-être que c'est ça la clé, en fait, c'est de se dire qu'il faut se donner tous les moyens pour se laisser le choix. Est-ce que je veux visualiser ou pas? Protéger évidemment les plus sensibles et les plus jeunes, parce qu'on peut se dire que quand même ces images, même si elles sont choquantes et quand elles sont vérifiées, elles ont quand même leur utilité. Stéphanie Latable-Dallas, pardon de revenir sur le comparatif entre le Hamas et Daesh, mais l'utilisation des images d'horreur, c'est aussi un trait commun. Oui, alors moi sur les images, je serais pour le moment précautionneuse. On a besoin de vérifier. On a vu un article du Monde qui a démonté certaines fausses images. Je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses, loin de là. Je ne remets pas en question les atrocités, loin de là. Je suis choquée comme tout le monde. Je dis juste que pour moi, qui suis historienne, et puis j'attends qu'on puisse voir ce qu'il en est de ces images et comment on peut travailler dessus, comment on peut les voir ou pas les voir. Est-ce que ça changerait votre perception du Hamas ? Mais vous croyez que j'ai quoi comme perception du Hamas ? Je sais pas, parce que vos propos me troublent. Non, mais en fait, le fait de ne pas vouloir qualifier les actes de terrorisme. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Imaginez que la comparaison Daesh-Hamas soit. J'ai pas du tout dit ça. J'ai pas du tout dit ça. En fait, c'est ce que j'ai entendu. Non, c'est-à-dire que moi, je considère que l'acte, ce qu'il provoque, c'est de la terreur et en ce sens, c'est du terrorisme. En revanche, je pense que le Hamas n'est pas le même type d'organisation quand on l'analyse qu'une organisation comme Daesh. Il y a une différence entre les actes perpétrés et l'organisation qui les perpètre. C'est tout. Mais oui, il y a une différence. Oui, mais c'est de nature terroriste, même si c'est pas la même chose que Daesh. Mais vous comprenez bien où se situe mon analyse. Elle se situe pas du tout dans les actes qui sont perpétrés, mais de qui perpètre ces actes. Mais qui? C'est le Hamas? Je ne comprends pas en fait la distinction que vous établissez entre le Hamas et entre les actes qui ont été perpétrés. Vous ne comprenez pas la distinction entre un groupe avec une idéologie globale, apocalyptique, et au départ un parti politique qui s'est constitué, qui a été élu en 2006. Voilà, enfin c'est pas du tout la même structure. En fait, bon. Qui veut détruire l'État d'Israël, c'est quand même. Oui, mais aujourd'hui non, ils ont amendé la
charte, mais peu importe. Mais peu importe, le sujet n'est pas là. En fait, je pense que la différence entre nous, c'est que moi, je me situe au niveau vraiment de l'analyse, de qu'est-ce que c'est ce groupe. Et là, je ne suis pas dans le jugement moral. C'est ça le problème. Mais ça n'empêche pas que les actes sont des actes de terreur. En fait, je ne vois pas. En fait, qu'est-ce qui vous dérange? On parle de faits et de définition, et c'est extrêmement important de rappeler que le Hamas est une organisation terroriste. Je ne vais pas le rappeler, voilà, qui est reconnue comme telle par les États-Unis et l'Union européenne, mais ça c'est un détail. Ce qui s'est passé samedi soir, vous ne pouvez pas le distinguer de l'organisation. Ça a été effectué, perpétré par le Hamas, qui est soutenu par les leaders. Je me réfère juste à l'histoire de ce mouvement. En fait, je pense qu'il faut que vous preniez en compte que moi, j'ai une analyse d'historienne là-dessus. Et point. Et là, je ne suis pas sur la question morale, et je vous l'ai répété. Pour moi, moralement, ce sont des actes de terreur. Comment, en tant qu'historienne, on peut déplacer la question morale? Elle fait partie de l'histoire aussi, la question morale. Bah écoutez, peut-être que vous n'êtes pas historienne. Non, je ne suis pas historienne. Bah voilà, ça se voit. Allez, on va terminer le débat là-dessus. Merci à tous d'y avoir participé. David Rigoulet-Rose, on vous lit dans la revue Orient Stratégique, et Léonore Veil dans le quotidien Arrête. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat.